Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 21 mai 2026 et notre cher ami, notre frère, Nima Al-Korshid, Pepe Escobar, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Pepe. Ni hao, Nima. Ni hao, everybody. Eva. Ni hao, Nima. Bonjour à tous. Oui, en direct de Shanghai. Il est 10 heures du soir ici. Je m'excuse d'avance parce que je suis dans un hôtel chinois et le Wi-Fi, c'est un peu compliqué. Il y a une vraie marée de clients connectés en même temps. J'espère que la connexion va tenir. Je suis aussi sur un VPN avec un serveur à Singapour. C'est le plus solide que j'ai trouvé pour l'instant. Alors j'espère que tout ne va pas s'effondrer. J'espère bien. Pep, laisse-moi te faire écouter un extrait de Xi. Dans la déclaration finale de la réunion, le sommet qu'il a eu avec Vladimir Poutine. Voici ce qu'il a dit, parce que, à mon avis, c'est un bon point de départ. Écoute bien ce qu'il a dit. Le monde d'aujourd'hui est loin d'être paisible. Le unilatéralisme et l'hégémonisme représentent des dangers profonds. Nous risquons de revenir à la loi de la jungle. Ma proposition de construire une communauté de destin pour l'humanité, ainsi que les 4 initiatives mondiales, ont reçu un large soutien de la communauté internationale, y compris de Oui, je pense qu'en regardant ce qui se passe, la base pour la Chine, pour la Russie, pour tous ces acteurs de la région, en Eurasie, c'est que la paix est essentielle. La paix, c'est la clé à mon avis. Et c'est pour ça qu'il parlait de cette manière. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé entre Xi et Poutine? What is your understanding of what has happened between Xi and Putin? Well, Nima, I sent you my column. Eh bien, Nima, je t'ai envoyé ma chronique que j'espère voir publiée ce soir en Russie. C'est, je dirais, l'une de mes chroniques les plus importantes de ces dernières années, parce que j'y consacre l'essentiel à l'analyse de la déclaration conjointe du président Xi et du président Poutine, de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie. Et c'est absolument immense, parce que voilà, c'est le moment clé. Tout le blabla qu'on a entendu jusqu'ici sur la création d'un monde multipolaire, les sommets des BRICS, l'organisation de coopération de Shanghai, les discussions à l'ONU, les rencontres entre dirigeants, les think tanks, tout ça, eh bien, il faut 2 dirigeants, les dirigeants de 2 superpuissances. L'autre, c'est les États-Unis. Et là, c'est une toute autre histoire. The other one is the United States. It's a completely different story. The leaders of the 2 superpowers who are coordinating Les dirigeants des 2 superpuissances qui coordonnent l'intégration de l'Eurasie. Les dirigeants des BRICS. Les dirigeants de l'Organisation de coopération de Shanghai. En fait, les dirigeants du Sud global. Ensemble, le même jour, ils ont un programme incroyablement dense. Ils discutent de sujets très sérieux, signent au moins une 20aine d'accords couvrant absolument tous les domaines possibles. Et ensuite, ils prennent le temps d'une cérémonie du thé, une conversation d'environ 2 heures, en comité très restreint de chaque côté. 3 personnes du côté russe, 3 du côté chinois, les interprètes, et bien sûr Poutine et Xi. Et tout cela s'est déroulé à huis clos. And this was closed doors. This was at the end of the day. C'était en fin de journée, et Poutine est reparti dans la nuit vers la Russie, hier soir, mercredi. Nous sommes jeudi. Cette déclaration, pour revenir à l'extrait que vous nous avez montré, quand Xi parle de la loi de la jungle, c'est une partie du texte, c'est le 2e point. Le point le plus important, celui qui ouvre la déclaration, c'est la notion de polycentrisme. Et ça, c'est une idée très russe. Depuis environ 2 ans, Poutine revient régulièrement sur cette idée que les dirigeants de l'Eurasie et ceux du monde multipolaire doivent instaurer à long terme un état de polycentrisme, autrement dit, une autre façon de décrire la multipolarité. La loi de la jungle, elle y a fait directement référence en parlant de l'effondrement total du droit international et des relations internationales. C'est aussi le langage utilisé dans la déclaration. On y lit
que la communauté internationale risque de se fragmenter et de revenir à la loi de la jungle. Alors comment échapper à cette loi de la jungle? Là encore, la déclaration y répond en appelant à une nouvelle architecture de sécurité. Et c'est un passage clé, vraiment essentiel, parce qu'il reprend la proposition russe de la fin de l'année 2021, quand Moscou a envoyé des lettres à la Maison-Blanche et à l'OTAN. C'était pendant la précédente administration Biden aux États-Unis. Il parlait de l'indivisibilité de la sécurité. C'est exactement le langage utilisé dans la déclaration conjointe. Il faut rejeter, c'est écrit comme ça, il faut rejeter la confrontation entre blocs. C'est une référence directe à l'OTAN. Les stratégies de jeu à somme nulle, c'est l'approche typiquement exceptionnaliste des États-Unis. S'opposer à l'expansion des alliances militaires, encore une fois, c'est dirigé contre l'OTAN. Les guerres hybrides. Nous sommes en plein milieu de plusieurs guerres hybrides menées contre des membres du Sud global, un peu partout. Les guerres par procuration. C'est une référence directe à la guerre en Ukraine, qui est une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. Et enfin, promouvoir la création d'une architecture de sécurité mondiale et régionale actualisée, équilibrée, efficace et durable. Donc, comme tu peux le voir, Nima, et vous tous qui nous écoutez, les Chinois et les Russes réaffirment une fois de plus les mêmes points qu'ils défendent depuis des années. Et bien sûr, de l'autre côté, tout ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Leurs oreilles sont, disons-le, génétiquement incapables de comprendre ce nouveau message. Encore une fois, dans la déclaration commune, il parle en détail de la gouvernance mondiale. C'est un autre concept de Xi Jinping, et il a été expliqué en détail l'an dernier, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin. Tous ceux d'entre nous qui étaient présents ont souligné que c'était le moment le plus important du sommet de Tianjin, où la Chine, une fois de plus, projetait à l'échelle de la planète son rôle comme l'un des moteurs essentiels de la multipolarité. Il y a bien une référence aux Nations Unies, mais on sait tous que ça n'ira nulle part. La déclaration appelle à une réforme des Nations Unies. Nous le savons, tous, absolument tous. Les chameaux de la route de la soie le savent, ceux de la nouvelle route de la soie aussi. Les grains de sable du désert du Sahara le savent, qu'avec l'administration actuelle à la Maison-Blanche, il n'y aura pas de réforme des Nations Unies. Mais ils font passer leur message. Et le point numéro 4, Nima, est extrêmement important, parce qu'il parle de civilisation et de diversité. C'est le passage de la déclaration qui enterre toutes ces prétentions des exceptionnalistes. Je vais citer une courte partie d'une longue phrase qui résume tout. Le système spirituel et moral d'une civilisation ne peut pas être considéré comme exceptionnel ou supérieur aux autres. Tous les pays devraient défendre une vision des civilisations fondée sur l'égalité, l'échange d'expériences et le dialogue. C'est donc un appel au dialogue, une approche civilisationnelle du XXIe siècle. Et elle arrive, Nima. Et maintenant, on peut y aller franchement et dire tout haut, c'est la fin de l'ancienne nation indispensable, les États-Unis. La nouvelle nation indispensable, c'est la Chine. Et la nouvelle relation indispensable, c'est celle entre la Russie et la Chine. Ensemble, ils sont en train de forger cette nouvelle architecture de la multipolarité. C'est pour ça que cette séparation est importante. Je dirais même que c'est la pierre fondatrice de la possibilité de transformer le système des relations internationales. Ce texte devrait être lu avec beaucoup d'attention et de prudence par tous les pays du Sud global. Et bien sûr, on sait déjà comment certaines parties du Nord global vont réagir et surtout comment réagira l'empire du chaos et de la piraterie. C'était donc le résultat le plus important de ce voyage éclair de Poutine ici, en Chine.
Toute la journée que les délégations ont passé ensemble, jusqu'à la cérémonie du thé, c'était vraiment quelque chose. Et sur les réseaux sociaux chinois, tout le monde était captivé. Les gens étaient fascinés par chaque détail. Ils insistaient sans cesse sur le respect que Poutine montre pour la culture et la civilisation chinoise et sur les liens entre les deux dirigeants. Cette amitié personnelle, directe, entre Xi et Poutine, qui remonte à très longtemps. Et il y avait une touche très sympathique dans tout ça, une exposition au Grand Palais du Peuple, une exposition commune de photos réalisée par TASS en Russie et par l'agence Xinhua en Chine. Parmi toutes ces rencontres que Poutine et Xi ont eues au fil des années, dans différents forums, en Russie, en Chine, un peu partout à travers l'Eurasie, celle-ci illustre vraiment la relation personnelle entre eux. C'est une dimension essentielle de ce grand projet. Construire un monde plus équilibré, fondé sur l'équanimité et surtout sur le respect mutuel entre les différentes civilisations. C'était donc un moment charnière du XXIe siècle. Et je me sens vraiment très privilégié d'avoir pu en être témoin ici à Shanghai, qui est en quelque sorte la capitale culturelle, économique et technologique de la Chine. In terms of culture, in terms of business, in terms of high tech, and in terms of driving. Et pour ce qui est de faire avancer la Chine et l'Eurasie vers un avenir meilleur, c'était vraiment une expérience marquante, très importante. Et j'ai eu beaucoup de chance, Nima. J'ai passé la journée dans une école, un collège, un lycée professionnel, une université privée, l'une des meilleures de Shanghai et même de Chine, l'organisation Aurora. J'ai passé la journée avec les enseignants et les étudiants. Et bien sûr, tout au long de la journée, puis le soir pendant le dîner, on a eu de nombreuses occasions d'échanger, de commenter, d'entrer dans le détail de tout ça. Donc encore une fois, un vrai échange entre les peuples, pour citer Xi Jinping. Quelle journée! Absolument fantastique. What a day. Absolutely fantastic. Pepe, on sait que l'un des principaux sujets abordés lors de la rencontre entre Xi et Donald Trump, c'était la situation au Moyen-Orient et dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'on sait de la rencontre entre Poutine et Xi? Et à quel point sont-ils inquiets de la situation au Moyen-Orient? Eh bien, il n'y a eu aucune fuite. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Ce sujet n'a pas été abordé le matin, pendant la réunion de travail. Quand les délégations se sont retrouvées pour parler affaires, cette discussion a eu lieu plus tard, à l'heure du thé, pendant cette longue cérémonie du thé qui a duré presque 2 heures, avec encore une fois 3 membres de chaque délégation. Par exemple, Lavrov était du côté russe, Wang Yi du côté chinois. Et les 3 grands sujets, d'après ce que nous savons de sources diplomatiques, ont été les suivants. Mais absolument aucune fuite sur le contenu, puisque c'était une réunion à huis clos. On sait simplement que les 3 thèmes principaux étaient la guerre par procuration en Ukraine, la guerre contre l'Iran et les États-Unis, avec ce qu'ils appellent l'empire du chaos et de la piraterie hors de tout contrôle. Et tout ça, bien sûr, c'est lié, c'est même complètement imbriqué, non? D'après certaines projections, et d'après ce que des diplomates ont pu dire, Poutine aurait expliqué à Xi que la stratégie russe vis-à-vis de la guerre en Ukraine pourrait changer et devenir beaucoup plus radicale. Cela s'appuierait aussi sur la pression intérieure en Russie après la dernière vague d'attaques terroristes de drones contre des cibles civiles sur le territoire russe. Évidemment, l'opinion publique russe est maintenant très exaspérée. Donc Poutine ne peut tout simplement pas se permettre de ne rien faire. Et ça va forcément influencer le type d'offensive ou la forme d'offensive multiple que la Russie pourrait lancer dans les prochains jours ou les prochaines semaines.
And of course, more mid-term. Et bien sûr, à moyen terme, s'il y a encore cette année un effort pour vraiment aller au bout de ce processus, ce qui devient l'opinion majoritaire absolue dans toute la Russie. Évidemment, ils ont parlé de l'Iran, puisque tous les deux ont des partenariats stratégiques avec ce pays. L'Iran est soutenu par la Russie et la Chine, et la coopération entre la Russie et la Chine se joue à plusieurs niveaux, dont la plupart nous échappent. Et ça va bien au-delà de la diplomatie, bien au-delà des aspects militaires importants, comme le fait que les Iraniens aient accès en permanence, 24 heures sur 24, aux données du satellite Beidou. Ça dépasse aussi largement les transferts d'équipements militaires que la Russie a fait passer par la mer Caspienne, d'Astrakhan à Téhéran, dans cette fameuse navette. Et bien sûr, première question, des informations classifiées transmises par la Russie à l'Iran dans le cadre de leur coopération militaire. Ce n'est pas un traité militaire, mais ils ont discuté de tout ça. Et évidemment, Xi a dit à Poutine, en face à face, ce qu'il avait évoqué avec l'empereur de Bavière la semaine dernière. L'intervalle entre les deux visites était d'environ 5 jours. Et bien sûr, comme ils ont un partenariat stratégique au plus haut niveau, ce qui a été répété plusieurs fois tout au long de la journée d'hier. Et bien sûr, parce qu'ils mènent tous les deux, si on relit leurs déclarations communes, un processus très complexe, aussi profond que possible, pour transformer tout le système des relations internationales. Ils doivent savoir ce que le dirigeant actuel de l'Empire pense, ne pense pas ou croit penser. Parce qu'après tout, ce n'est pas un penseur. Oui, Xi a expliqué à Poutine ce qui s'est passé la semaine dernière à Pékin. Voilà donc les 3 grands thèmes, Nima et pour vous tous dans le public. Encore une fois, il n'y a eu aucune fuite sur le contenu et il n'y en aura pas, parce que c'était une réunion à huis clos et qu'il s'agit de secrets d'État entre Moscou et Pékin. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'ils sont totalement sur la même longueur d'onde, Nima, et vous tous. La Russie et la Chine, sur les guerres en cours, sur les solutions possibles à ces conflits, et sur la manière de contenir et de gérer un empire devenu incontrôlable, sont parfaitement alignés. C'est ça, la conclusion essentielle de cette conversation autour de la cérémonie du thé. Oui. Quelle est ta compréhension, Pepe, de ce qui se passe au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis? Donald Trump avait dit qu'il voulait attaquer l'Iran. 1 heure avant de lancer l'attaque, il a décidé de l'annuler, parce que l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays lui demandaient de ne pas frapper l'Iran. En ce moment, il y a ce grand rassemblement de gens en Arabie saoudite, lié à cette période particulière de l'année où tout le monde part en pèlerinage, ce qu'ils appellent le Hajj, pour y rester quelques jours. Si je ne me trompe pas, ça se déroule entre le 24 et le 30 mai. Mais alors, est-ce que c'était vraiment l'Arabie saoudite et le Qatar, ces 2 pays, qui demandaient à Donald Trump de ne pas attaquer? Ou bien est-ce qu'il se passait autre chose entre, disons, les États-Unis et l'Europe? Tout ce qu'on raconte sur ce qui s'est vraiment passé, Nima, c'est du spin, de la manipulation. On ne peut rien croire, surtout pas ce qui vient des sionistes qui travaillent main dans la main avec les grands médias américains. Leur spécialité, c'est de répandre toutes sortes de conneries, des conneries sans fondement et parfois des conneries stratosphériques. L'Arabie saoudite, elle, joue ses cartes avec prudence. Ils savent que sur le plan financier, ils sont otages des Américains parce que tout leur argent est à Wall Street et dans la City de Londres. C'est en Occident, pas en Asie de l'Ouest, ni même à travers l'Eurasie. Très peu. Ils sont très importants, mais ils ne font pas partie du camp belliciste. Dans le Golfe Persique, le camp belliciste, c'est les Émirats arabes unis. Les Émirats sont directement alignés avec les sionistes et avec les Américains.
Et ils vont en payer le prix fort, They're gonna pay tôt ou a tard. very heavy price for that, sooner rather than later. Saudi Arabia is part of what we call L'Arabie saoudite fait partie de ce qu'on a appelé il y a quelques semaines les 4 sunnites, ceux qui se sont d'abord réunis à Islamabad pour échanger des idées et voir s'ils pouvaient élaborer une sorte de plan de médiation entre l'Iran et les États-Unis. Encore une fois, il s'agit du Pakistan, de l'Arabie saoudite, de la Turquie et de l'Égypte. Ils ont donc tenu leur première réunion à Islamabad. Le lendemain, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a dû sauter dans un avion pour aller en Chine et expliquer à Wang Yi de quoi ils avaient parlé. Et Wang Yi lui a essentiellement dit « Écoutez, ce n'est pas terrible, il faut élever votre niveau de jeu ». À partir de là, la Chine, en arrière-plan, a commencé à devenir plus active et bien sûr a aidé le Pakistan à consolider sa position de médiateur. Aujourd'hui, la situation est bien plus compliquée après Islamabad Nurj, qui, soit dit en passant, a été finalement détruit par les Américains. Et après Islamabad II, nous sommes dans un interrègne très très dangereux. An interregnum which is very, very dangerous. We are in a, I wouldn't even call On n'est pas dans un calme avant la tempête. Je n'irai même pas jusque-là. C'est plutôt un faux calme, parce qu'une tempête pratiquement inévitable devrait arriver, peut-être plus tôt qu'on ne le pense. D'après les propres mots de l'empereur vociférant de la barbarie, chaque jour, des millions de publications, tout le monde en a marre de cette stupidité. Le problème, c'est qu'il contrôle le cycle de l'actualité. Il vocifère. Et ensuite, la stupidité prend le contrôle de l'info pendant des heures, jusqu'à la prochaine stupidité vociférée sur les réseaux sociaux. C'est une machine infernale en fait. Tout y passe. L'appauvrissement du langage, la perte de la pensée critique, les accusations lancées à tout va, les délires, les attaques complètement hystériques. Et c'est bien ça le problème, parce que tout le monde finit par être conditionné, et ce schéma se reproduit partout dans le monde. Est-ce que ça influence le comportement des acteurs sérieux? Does that affect the behavior of serious players? No. It does not affect the behavior of Iran. Non, ça n'a aucun effet sur le comportement de l'Iran, tu le sais très bien, Nima, et ça n'a pas non plus d'impact sur le comportement de la Russie ou de la Chine. Ce qui est en train d'émerger maintenant, et ça on n'en parle pas dans les gros titres, fait partie d'informations privilégiées que j'ai reçues par des canaux diplomatiques. Il faut qu'on avance avec beaucoup de prudence là-dessus, et on ne peut pas rendre publiques les discussions qu'ils ont en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, on a l'Iran, le Pakistan, la Russie et la Chine, et devine qui d'autre, la Corée du Nord, qui discutent ensemble d'un nouveau système de sécurité possible pour l'ensemble de l'Eurasie, y compris l'Asie de l'Ouest. C'est extrêmement important, et c'est un sujet sur lequel je vais travailler dans les prochaines semaines, ici en Chine, puis à Moscou à la fin de la semaine prochaine, et ensuite en Europe. Et bien sûr, avec toutes nos connexions à travers l'Eurasie. La position de l'Arabie saoudite est relativement alignée avec, disons, ce quintet, si l'on pense à l'Iran, au Pakistan, à la Russie, à la Chine et à la Corée du Nord. Et le point clé, ce sont les missiles. Il y a une discussion sur les missiles pour chacun d'entre eux, parce que le principal moyen de dissuasion face aux folies de l'empire du chaos et de la piraterie à travers l'Eurasie, c'est le potentiel balistique. C'est très très important, comme l'a démontré l'Iran. Et cela nous amène, Nima, à quelque chose que je pourrais peut-être citer, tiré d'une correspondance que j'ai reçue ces 2 derniers jours. Correspondence that I received these past 2 days. And it directly concerns Iran, Nima. And you can... Et cela concerne directement l'Iran, Nima. Tu me diras si tu es d'accord avec cette analyse qui vient en grande partie d'Iran, de certains des plus hauts cercles du pays. Aujourd'hui, ils ont une confiance qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans, ni même il y a 10 ans. C'est vraiment le point central de tout le raisonnement. Ils sont convaincus de pouvoir encaisser une première frappe, ce que, encore une fois, les sionistes envisagent comme leur prochaine étape, plutôt tôt que tard. Et malgré tout,
de pouvoir riposter avec une deuxième phase dévastatrice grâce à une réponse en plusieurs couches. Je cite ici ma correspondance. Cela inclut des missiles, des drones, des perturbations maritimes, l'activation de groupes alliés, des opérations cyber et des attaques contre les réseaux énergétiques et financiers à travers l'Asie de l'Ouest. Attacks against energy and financial arteries across West Asia. This is something that Iran can do with no C'est quelque chose que l'Iran peut faire sans aucune difficulté, tu le sais très bien, Nima. Et les autorités iraniennes ont déjà prévenu que si cela se produisait, c'est exactement ce qu'elles feraient. Alors quel est le message stratégique que Téhéran veut faire passer à travers tout ça? C'est que si la guerre reprend, si une nouvelle attaque a lieu, l'acte d'ouverture ne déterminera pas l'issue. C'est le cycle des représailles qui déterminera l'issue. Et ça, Nima, c'est un point qui a certainement été abordé en face à face entre Poutine et Xi. Parce que bien sûr, leurs réseaux diplomatiques et leurs canaux discrets sont très actifs avec la Corée du Nord, avec le Pakistan et bien sûr avec leur allié stratégique, l'Iran. C'est un point très important. Very important point. The Americans are completely unaware that this is Les Américains n'ont absolument aucune idée que tout ça est en train de se passer. Parce qu'il s'agit d'une collaboration, d'une sorte de négociation parallèle, pratiquement invisible, qui implique des acteurs eurasiens. Les États-Unis n'en font pas partie, et encore moins le reste de l'Occident, aujourd'hui complètement fragmenté. Tout ça tourne essentiellement autour de l'Iran, du Pakistan, de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Et les Saoudiens, eux, observent de l'extérieur. Parce qu'une fois qu'un nouveau cadre de sécurité se mettra en place à travers l'Eurasie, avec ses 5 partenaires comme participants, l'Arabie saoudite en fera partie. Après tout, elle a déjà un pacte militaire avec le Pakistan. Donc pour l'instant, la position des Saoudiens, c'est « d'accord, ne provoquons personne, restons discrets pour le moment ». Mais encore une fois, c'est une attitude complètement différente de celle, disons-le, assez démente, de MBZ et des Émirats arabes unis. Et quand je dis les Émirats, je parle surtout d'Abu Dhabi et dans une moindre mesure de Dubaï. Abu Dhabi and Dubai, and especially Abu Dhabi. So he made his bet, MBZ. Alors, il a fait son pari, MBZ. Son pari, c'est les sionistes et l'empire du chaos. Donc tu vois, quand les choses vont vraiment commencer à bouger, il fera partie des premiers à tomber. À supposer qu'il sache, ou qu'il soit assez dur pour comprendre, que tôt ou tard, il va se retrouver dans de très très gros ennuis. Il a déjà été trahi par les Israéliens, et il peut très facilement être trahi encore et encore par les Américains et les Israéliens. Voilà, je dirais, l'architecture de ce qui se passe en ce moment sous la surface. C'est un processus extrêmement complexe, Nima. Vraiment très complexe. La bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, comme la Chine et la Russie tiennent le volant, et que les présidents chinois et russes discutaient hier, entre autres, de la manière dont cette architecture de l'indivisibilité de la sécurité va évoluer à partir de maintenant. Et en même temps, ils savent, si on relit encore une fois la déclaration commune, qu'ils doivent contrôler un empire entièrement sous ce président, totalement peu fiable, et encore plus dangereux parce qu'il est hors de contrôle. C'est pour ça qu'on a ce qu'on voit dans les gros titres, ce qui est plus ou moins évident jour après jour. Mais ces négociations parallèles, souterraines, ce sont elles, les vraies. Un peu comme le sous-texte du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, qui correspond à la méthode, ou plutôt aux différentes méthodes qu'ils utilisent pour avancer vers un monde multilatéral. Ça, on ne le voit pas non plus dans les gros titres. Et ça a été discuté hier lors d'une session privée à huis clos entre les deux. When it comes to the war with Iran, Quand on parle de la guerre avec l'Iran, Pépé, je pense que du côté iranien, le calcul ou la compréhension, c'est que la guerre arrive. Pas parce que les États-Unis sont dans une bonne position en ce moment, ils traversent une certaine phase, mais parce que Israël et Benjamin Netanyahou sont aujourd'hui dans une situation désespérée.
Il vacille sur le plan intérieur et il doit faire quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont le sentiment que les États-Unis pourraient attaquer l'Iran. Et la réponse pour nous, elle est évidente. Parce que tu te souviens, avant la guerre, avant que la deuxième phase du conflit ne commence, ils avaient dit que ce serait une guerre régionale. Si tu déclenches une guerre, elle deviendra régionale. Et là, le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé, hier encore, que cette fois, ça irait au-delà de la région. Mais c'est exactement ce que je t'ai dit il y a 5 minutes, Nima. D'après l'évaluation de la direction iranienne, la véritable riposte, c'est celle qui va venir, pas la première attaque des sionistes et des Américains. Ce que tu dis est tout à fait juste. Voilà. Et ils sont sincères dans la façon dont ils s'expriment. On a déjà vu ça auparavant. Ils n'ont aucune raison de mentir à ce sujet. Et ils répètent leur position clairement, encore et encore, tous les jours. Et évidemment, ces clones n'écoutent pas, parce que pour eux, c'est génétiquement impossible d'écouter et d'admettre que les règles du jeu ont changé. Et je suppose qu'ils vont frapper Diego Garcia. Ils vont frapper quelque part près de la Grèce. Toutes ces bases qui ont été utilisées pendant la guerre, la deuxième phase de la guerre, ils vont les viser. Oui, parce qu'ils sont tous des cibles légitimes. Absolument. Oui. Et en laissant ça de côté, Pépé, on a eu quelque chose venant d'Arabie Saoudite. Ils appellent ça un pacte de non-agression. Comment ça s'intègre dans le nouveau tableau que tu nous as décrit à propos du concept eurasiatique? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter que l'Arabie Saoudite et les pays du CCG restent en marge, un peu sur la touche, de cette nouvelle architecture de sécurité? Non, si une nouvelle architecture de sécurité est mise en place, garantie surtout par la Russie et la Chine, elle inclura le CCG. Et dans ce cas, le parapluie sécuritaire sera assuré par le Pakistan. Ce sera un changement de jeu majeur, vraiment majeur. Ce ne sera plus les États-Unis, ce sera le Pakistan. Et bien sûr, le Pakistan sera soutenu en arrière-plan par la Russie et la Chine. Donc, pas d'implication directe de la Russie et de la Chine dans une nouvelle structure de sécurité pour le Golfe Persique et pour les pétromonarchies. Mais, vu les liens étroits entre le Pakistan et le CCG, c'est évident. Et bien sûr, l'Iran serait d'accord avec ça, d'après ce qu'il discute avec les Pakistanais, et compte tenu du rôle de garant joué à la fois par la Russie et la Chine. Donc maintenant, on parle d'une négociation multipolaire entre tous ces acteurs eurasiens. L'enjeu, c'est de savoir comment on va sécuriser à nouveau l'Asie de l'Ouest, mais cette fois dans un cadre complètement différent, un cadre que nous, à travers l'Eurasie, contrôlons. Et non pas un cadre contrôlé par l'empire du chaos, du pillage, de la piraterie. Tout ce qu'ils savent si bien faire, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop ce que ce ton voulait dire. Est-ce qu'ils ont parlé de la situation à Taïwan? Parce que pendant la rencontre entre Donald Trump et Xi, je suis sûr qu'ils en ont parlé. Mais qu'en est-il de Xi qui discute avec Poutine? Ou peut-être qu'il réfléchit à la question de Taïwan. Et comment la Russie voit-elle cette affaire de Taïwan? Ils n'ont pas besoin d'en parler. La position russe est très, très, très claire. En fait, elle est tellement évidente que Poutine a de nouveau réaffirmé la politique d'une seule Chine, totalement soutenue par la Fédération de Russie. C'est tout ce qu'il faut. Une phrase, une seule, et c'est réglé. Parce qu'ils savent, et évidemment, Xi sait très bien ce que Poutine pense de Taïwan, et il connaît la position officielle de la Fédération de Russie. Donc pas besoin de le répéter sans arrêt. 10 secondes, et c'est fini. Bon,
Parlons d'autre chose. Avec les Amériques, c'est une toute autre histoire, Nima. Et vous tous, je suis sûr que vous savez que la question de Taïwan est entièrement fabriquée par les exceptionnalistes. C'est un faux problème. By the exceptionalists. It's a non-issue. And China has been saying this for decades. Et la Chine le répète depuis des décennies. Il y aura une réunification pacifique. Point final. Et ils ne sont pas pressés. D'après Deng Xiaoping, ils ont jusqu'à au moins 2049 pour une réunification pacifique avec Taïwan. Donc ils ne sont pas dans l'urgence. Ça se fera. Ce sera un peu comme le processus avec Hong Kong. Probablement un pays, 3 systèmes. Pour l'instant, on a un pays, 2 systèmes avec Hong Kong. Avec Taïwan, ce sera un pays, 3 systèmes. Ils resteront relativement autonomes. C'est une puissance industrielle et elle le restera. Mais bien sûr, le cadre général, ce sera la Chine continentale, depuis Pékin. Et ça, Nima, c'est un non-sujet partout en Asie. Personne en Asie ne parle de Taïwan. Everywhere across Asia, Nima. Nobody in Asia discusses Taiwan. Everybody knows what's going to happen. Tout le monde sait ce qui va se passer. C'est un problème chinois, un problème purement interne à la Chine, bien sûr. Du point de vue de l'empire en déclin, évidemment, il leur faut des raisons pour harceler, contenir, encercler la Chine. Alors Taïwan en fait partie. La mer de Chine méridionale, dans son ensemble, en est une autre. Le détroit de Malacca, s'ils décident de le bloquer, en est encore une autre. Les Chinois le savent très bien. On essaie de les enfermer à l'intérieur de la première chaîne d'îles, sans même parler de la deuxième. Et les Chinois, évidemment, et depuis longtemps, sur le plan militaire, a brisé cet encerclement imposé par les Américains à l'intérieur de ces chaînes d'îles. C'est quelque chose qu'ils sont déjà capables de faire, mais ils n'ont pas besoin d'en faire la publicité. Ce n'est pas comme ça que la Chine fonctionne. La Chine travaille en silence, avec énormément d'efforts et une planification sur le très long terme. Ce n'est pas un hasard si elle enchaîne les plans quinquennaux et qu'il faut atteindre tous les objectifs clairement définis dans chacun de ces plans. Celui qui commence cette année, en 2026, on en parlait justement hier à l'université, ici à Shanghai. Pour vous donner une idée, un simple détail, d'ici 2030, le plan prévoit que 70% de l'économie chinoise soit directement interconnectée et liée à l'intelligence artificielle. C'était d'ailleurs l'un des points essentiels de notre discussion hier. Et j'ai eu des questions formidables de la part des jeunes, des étudiants. Ils s'inquiétaient. Est-ce qu'on aura encore du travail dans ce futur-là? Et bien sûr, c'est un sujet de discussion ouvert partout en Chine. On en parle énormément sur les réseaux sociaux chinois. Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par détruire des emplois partout? Et que va-t-on faire de toutes ces personnes qu'il faudra former à nouveau parce qu'elles auront perdu leur travail, remplacé par l'IA? C'est à ça que la Chine réfléchit aujourd'hui. Comment accélérer encore sa modernisation alors qu'elle avance déjà très vite? Quand on regarde les signes évidents de cette modernisation partout à Shanghai, on se rend compte que beaucoup de gens en Occident n'en ont aucune idée. Ils ne mesurent pas à quel point c'est avancé. C'est vraiment impressionnant. Et cette fois, j'ai eu la chance d'aller dans de nombreux quartiers de Shanghai, pas seulement dans les zones habituelles, vous voyez. Et on voit cette modernisation se répandre dans la vie quotidienne partout où l'on va. C'est vraiment impressionnant. Voilà donc ce dont ils ont parlé. Et pour eux, la politique étrangère, ils savent très bien où ils en sont. Ils savent qu'ils ont leurs alliances à travers l'Asie. Ils savent aussi que leur relation avec la Russie est très solide. Et pour ce qui est de l'énergie dont ils ont besoin, c'est réglé. Par exemple, hier, l'une des conclusions, c'était « D'accord, on va accélérer le projet Force de Sibérie 2. » Il devait être inauguré vers 2030. Non, maintenant, ils veulent qu'il soit inauguré peut-être dès l'année prochaine, ou au plus tard fin 2027. Et puis les Américains veulent bloquer le détroit de Malacca. Franchement, qu'est-ce que ça peut leur faire?
to blockade the Strait of Malacca. Who cares? They have two mega gas pipelines. Ils ont deux énormes gazoducs venant de Russie. Le SPO, la Force de Sibérie 1, qui tourne déjà à pleine capacité, et ils vont aussi avoir la Force de Sibérie 2 qui passera par la Mongolie. Aucun problème de ce côté-là. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire « Bon, concentrons-nous sur nos problèmes internes, la perte d'emploi, l'inflation. Ce n'est pas stratosphérique comme dans beaucoup de pays occidentaux, mais l'inflation augmente en Chine. Donc, ils se concentrent sur des ajustements du modèle qui, dans l'ensemble, fonctionnent. C'est leur préoccupation numéro 1, et c'est aussi celle du plan quinquennal. Le seul vrai problème extérieur qu'ils ont, c'est le harcèlement américain, le confinement de la Chine par tous les moyens possibles. Et bien sûr, ces guerres directes et indirectes contre la Chine. Ils savent très bien que la guerre contre l'Iran est aussi une guerre contre la Chine. Tout le monde le sait. Si vous demandez à des étudiants à l'université, ils sont au courant. Oui, c'est incroyable. Parce que certains disent que la seule chose qui compte pour la Chine, c'est de faire de l'argent, qu'ils n'ont aucune stratégie. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste eux. Nima, écoute, peut-être que je deviens trop vieux pour tout ça. J'ai plus la patience pour la bêtise. Pas à mon âge, et pas après tout ce que j'ai vécu aux quatre coins du monde pendant ces 40 dernières années. Alors quand je viens ici, je viens comme un étudiant. Hier encore, on me disait « Ah, tu veux redevenir étudiant ?» J'ai répondu « Oh oui, si je pouvais, je serais là, en classe avec vous, en train d'apprendre. » Et quand on vient en Chine, on apprend sans arrêt, sur tout, absolument tout. Les aspects de civilisation, les aspects de modernisation, et bien sûr, les rituels du quotidien. Surtout le respect mutuel que les gens se portent, la façon dont ils se traitent les uns les autres, la manière dont ils respectent leurs aînés et comment ils suivent les rituels de la vie de tous les jours. Il y a un profond respect pour ces rituels, pour la hiérarchie qu'ils impliquent et surtout pour la manière de respecter l'autre. Toutes ces règles de la politique et de la civilisation, c'est extraordinaire. C'est toujours une expérience d'apprentissage et aussi une leçon d'humilité. On apprend d'eux en permanence. Et bien sûr, ce sont des gens travailleurs. Ils ne veulent de problème avec personne. Ils veulent faire de l'argent avec la planète entière. Évidemment, c'est un système marchand, bien sûr, et ils le font très bien. Mais ils veulent faire des affaires gagnant-gagnant avec tout le monde, y compris avec leurs adversaires, y compris avec l'empire du chaos total. Mais bien sûr, ils savent que ça va être très difficile, surtout maintenant qu'ils sont déjà la première puissance géoéconomique du monde. Et les gens qui dirigent tout ça aux États-Unis, Nima, eux, ils n'accepteront jamais ça. Ils vont essayer de saper, de harceler, de faire toutes sortes de choses horribles contre la Chine. Et ça ne changera pas. Mais les Chinois sont prêts. Et c'est là toute la différence. Je dirais que cette attitude a vraiment commencé à se consolider l'année dernière, quand Trump a lancé sa première vague de sanctions contre la Chine. Je m'en souviens très bien. J'étais ici à Shanghai à ce moment-là. I remember well, I was here in Shanghai at the time. And we could see that reaction was. Et on a bien vu que la réaction était complètement différente par rapport à avant. Ils se sont levés et ils ont dit « Ah, vous voulez jouer avec nous? Très bien, attendez un peu. » Donc maintenant, c'est une toute autre histoire. Les Américains comprennent qu'ils ne peuvent plus jouer avec la Chine. Et la Chine sait comment faire, ou du moins, comme Xi l'a montré la semaine dernière, il a réussi à traiter avec l'empereur de barbarie tout en lui donnant une claque subtile. Si fine que l'empereur de barbarie ne s'en est même pas rendu compte. C'est ça, une civilisation. Elle est assez raffinée pour aller jusqu'au bout, mais bien sûr, d'une manière très civilisée. Pepe,
Est-ce que Trump a essayé de convaincre Xi d'acheter de l'énergie ou du pétrole aux États-Unis? Et quelle a été la réponse de Xi? This is what they say. Once again, bullshit. Voilà ce qu'ils disent. Encore une fois, du baratin, de l'enfumage. Vous ne voyez ça nulle part dans les communiqués officiels du ministère du Commerce. Et évidemment, les Chinois ne vont pas acheter de l'énergie américaine. Pourquoi faire? Acheter de l'énergie à leur ennemi? Pas question. Non, c'est de la propagande américaine. Et c'est bien ça le problème, parce qu'ils racontent toutes sortes de bêtises. Tout le monde reprend ça dans le monde entier, y compris des analystes indépendants, et ils le répètent sans jamais vérifier auprès des Chinois. Et bien sûr, les Chinois ne vont pas vous donner tous les détails, mais ils peuvent très bien publier un simple « Non, ce n'est pas vrai », ce qu'ils font tout le temps. Voilà. There you go. Just to wrap it up, Pepe, can we Pour conclure, say that Pepe, peut-on dire que l'agenda de Trump pour dominer le marché de l'énergie est terminé à cause de ce qui s'est passé au Moyen-Orient et aussi à cause de ce sommet entre Xi et la Russie sur le nouveau gazoduc dont tu parlais, entre la Russie et la Chine? Et comment évolue le marché de l'énergie en Eurasie avec le temps? the energy market for Eurasia as time goes by? Well, no, it's not. Eh bien non, Nima, ce n'est pas fini. Ils vont évidemment essayer de sortir de nouveaux tours de leur chapeau. Ils sont complètement désespérés parce que toute l'opération d'Ormuz a échoué. L'un des objectifs clés de cette guerre, dès le départ, même s'il n'a jamais été annoncé publiquement, c'était de prendre le contrôle des ports iraniens du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Ils ne parlaient même pas de la mer Caspienne. C'est une autre histoire. Tout était centré sur le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. En contrôlant ça, on contrôle la majeure partie du flux énergétique iranien vers l'extérieur, jusqu'en Asie. C'est pour ça que dès le début, cette guerre visait l'Iran, mais aussi les clients asiatiques de l'énergie iranienne. Comme on le voit, tout ça a été un échec total, et ça va continuer à l'être. Donc ils vont tenter autre chose. So they're going to try something else. They're going to try to pull some tricks. Ils vont essayer de jouer quelques tours. L'affaire du détroit de Malacca est toujours en cours. Ils peuvent tenter quelque chose, je ne dirais pas à court terme, mais au moins à moyen terme, sur cette base. Les Indonésiens, parfois, ils peuvent être vraiment imprévisibles. Les Indonésiens ont signé un accord militaire avec les Américains et ils vont le regretter, vraiment, très sérieusement. Les Américains pourraient se servir de cet accord militaire pour faire pression sur eux. Et on va se retrouver avec des navires militaires dans le détroit de Malacca, tout près des côtes indonésiennes, du côté de Sumatra. Tout est possible. Et les Chinois sont prêts à ça. Les autres acteurs en Asie aussi sont prêts. Mais s'il y a une stratégie derrière tout ça, avec les Américains, eux, ils ne font jamais rien de vraiment stratégique. C'est toujours du tactique, une manœuvre après l'autre. Le but général, ce n'est pas une stratégie, c'est de bloquer les points d'étranglement utilisés par les Chinois, où qu'ils soient. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup de points à bloquer, parce que les options pour la Chine se multiplient de jour en jour. Je parie que l'un des sujets les plus importants du Forum de Saint-Pétersbourg, qui aura lieu dans 2 semaines. Eh bien, j'espère y être. Encore une fois, on parlera de la route de la soie du Nord, comme l'appellent les Chinois. La route de la soie du Nord, c'est la dénomination russe. La route de la soie polaire ou arctique, c'est la version chinoise. Voilà. Encore une fois, il s'agit de contourner le canal de Suez. Et puis, il y a le corridor international de transport nord-sud, qui relie encore une fois la Russie, l'Iran et l'Inde. Peut-être que l'Inde sortira du jeu plus tôt qu'on ne le pense. Qui va s'en mêler? La Chine, encore une fois. Surtout maintenant que le port de Gwadar est utilisé comme un port iranien. C'est l'un des développements les plus fascinants de ces 2 derniers mois. Au début, intuitivement, on avait cette impression que Chabahar était en concurrence avec Gwadar. Chabahar, comme tu le sais Nima, se trouve au Sistan-Baloutchistan, en Iran,
et Gwadar, lui, sur la mer d'Arabie, au Pakistan. Distance, environ 80 km. Très, très proche. Donc naturellement, ils étaient concurrents. Mais ce n'est plus le cas, parce que les Iraniens utilisent aussi le port de Gwadar, qui fait partie des nouvelles routes de la soie. C'est le terminal, sur la mer d'Arabie, du corridor économique Chine-Pakistan. Et cela montre, une fois de plus, une collaboration très étroite entre l'Iran, le Pakistan et la Chine. Exactement. Exactement, Nima. Mais est-ce que les Américains réfléchissent à ce genre de choses? Évidemment que non. Jamais. Parce qu'ils ne pensent pas de façon stratégique. Ils n'imaginent pas que leurs ennemis, leurs rivaux, ou ces soi-disant créatures malveillantes, ou peu importe le terme absurde qu'ils emploient, soient capables, eux, de penser et de s'organiser stratégiquement. C'est encore un autre exemple. Merci beaucoup, Pepep, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Un immense plaisir, Nima. Merci beaucoup. J'imagine que notre connexion Wi-Fi a tenu. Merci à notre serveur de Singapour, Tanji. Merci à tous. Je vous salue tous depuis Shanghai, la capitale du 21e siècle. Nous restons ici. La semaine prochaine, nous vous parlerons encore depuis Shanghai. Merci infiniment à vous tous. Et merci, Nima. Nima, tu es vraiment dans une autre galaxie quand il s'agit d'être un gentleman. Tu es quelqu'un de très, très spécial, comme tu le sais. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, querido. Merci, c'est salut. Beijo, beijo. Tchau.